Bonjour, bienvenue ici à l'île Maurice, à Montchoisy, pour cet épisode numéro 2 de Escapade Rugby. J'ai le grand plaisir d'accueillir ce matin Jean-Baptiste Goblet, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, mais je pense que nous allons le découvrir encore plus pendant ces 45 minutes que nous allons passer ensemble ce matin. Avant de commencer, je voudrais remercier le sponsor de cet épisode 2, le Rugby Excel Club. Le Rugby Excel Club est le business club de l'île Maurice, lancé entre autres par Jean-Baptiste Goblet, Arnaud Dallet, il y a 6-7 ans. Et qui aide à la promotion du rugby à Maurice. Le président actuel est Thierry Valette. Il y a plus de 30 membres dans le Rugby Excel Club aujourd'hui, notamment des sociétés qui sont partenaires du club et des individus qui aident à la promotion et au développement, la démocratisation du rugby à l'île Maurice. On va en parler tout à l'heure. Donc nous allons commencer cette vidéo par ton arrivée à Maurice il y a 8 ans. Qu'est-ce qui t'a fait venir ici, les rencontres que tu as eues et je suppose le plaisir que tu as d'habiter Maurice. Exactement. Déjà, bonjour à toi Stéphane. Un plaisir de venir ici parler un petit peu du rugby, qui est ce sport qui me passionne, et aussi de pouvoir évoquer quelques sujets autour du sport mauricien. Mais c'est vrai que je suis arrivé à Maurice il y a 8 ans, 2017. Je suis arrivé par hasard. Je n'ai jamais mis un pied à Maurice auparavant durant ma vie. Et j'ai découvert un univers qui est très passionnant. J'ai découvert des gens passionnés et sur lesquels on va pouvoir discuter. Mais je suis arrivé par hasard à travers différentes rencontres qui sont mises en place sur mi-mars 2017 et qui a fait qu'à la fin, je suis arrivé en septembre, un premier pas ici sur le rugby mauricien. Donc j'ai rencontré à l'époque, je me rappelle, c'était Kevin Venka et Christophe Cariou qui ont eu des échanges au fur et à mesure durant l'année. Et j'ai dit, c'est bizarre, pourquoi pas essayer, pourquoi pas venir voir ce qui se passe. Et je suis venu, mais là ça s'est fait, on va dire, de façon assez naturelle. Il y avait une curiosité de ma part de savoir comment le rugby se passait ici à Maurice, comment, on va dire, si c'était un pays et une région qui pouvait m'attirer. À l'époque, j'avais fini ma carrière de rugby. Je vivais à l'étranger. J'avais vécu un peu aux USA pendant 2 ans en Californie et je voyageais à travers le monde, à travers comme ambassadeur pour différentes marques. Et c'est vrai que trouver, on va dire, un endroit pour pouvoir m'installer était intéressant. Et la rencontre avec Maurice qui est très attractive parce que au-delà, on va dire, du cadre qui est paradisiaque, il y a une culture qui est assez forte, qui est similaire un petit peu au Pays Basque d'où je viens, et sur lequel il y a beaucoup de similitudes avec le Pays Basque. On voit des gens qui sont attachants. On a aussi, surtout, on va dire, une culture qui est rugbystique, qui est ancrée depuis déjà de beaucoup d'années. C'est pas, on va dire, un pays qui a découvert le rugby il y a peu de temps. C'est un pays qui est baigné dans le rugby à travers la culture anglo-saxonne, francophone. Il y a différents mixités qui sont mis en place et sur lesquels on voit à travers le Rugby Excel Club, à travers les différentes personnes, l'héritage du rugby mauricien qui a été laissé ici à Maurice et sur lequel on voit un pays qui est capable de faire des grandes choses sur la partie rugbystique. Et évidemment, tu habites dans l'ouest et ça ressemble un peu à Biarritz. Il y a la mer et puis il y a une petite montagne juste à côté. J'ai vécu pendant, alors pour dire, j'ai commencé par le nord, donc j'ai vécu ici À Montchoisy. à Montchoisy, pas très loin, et Trou-aux-Biches. Donc j'ai découvert l'île Maurice à travers la région du Nord. C'est un endroit aussi qui est très plaisant. Il y a plein de choses à faire. Il y a une grosse communauté francophone aussi. Et après le Covid, je me suis réorienté sur la partie ouest. Je suis plus quelqu'un, on va dire, de la nature, des montagnes, du lagon, du surf, des vagues. Et la région de l'ouest m'intéresse beaucoup plus par rapport aux différentes activités qu'elle propose. Et je suis un féru de montagnes et d'océans. Donc tout se rapproche par rapport à ça. Et la proximité avec l'Afrique du Sud est également importante pour toi?
Un petit peu parce que ma femme était sud-africaine, donc automatiquement, on va dire l'Afrique du Sud est une part familiale dans ma construction à Maurice. J'ai rencontré ma femme en étant à Maurice. Je voyageais à l'époque régulièrement sur Cape Town. On avait la chance d'avoir des billets pas trop chers à l'époque entre le Oui. Cap et Maurice, ce qui est plus trop le cas actuellement. Mais il y avait, on va dire, j'ai rencontré ma femme et du coup elle est venue s'installer à partir du Covid avec moi ici. Et automatiquement, il y a autant d'expats sud-africains à Tamarin que dans le nord. Je ne me suis pas installé par rapport aux côtés de la communauté sud-africaine, mais c'est vrai que la vie ici à Maurice est très agréable pour un couple qui est francophone et anglophone. Les deux langues se mélangent. Et ce que j'ai beaucoup apprécié à Maurice, c'est ça, c'est de pouvoir avoir le parler français et la rigueur anglo-saxonne. Des fois, c'est ce qui manque un petit peu quand on parle un petit peu de la France, c'est le manque de rigueur et de discipline. Et ici à Maurice, il y a eu un excellent mélange de tout ça qui fait que derrière, on a toute cette rigueur, cette discipline anglo-saxonne qui est aussi imprégnée dans la culture mauricienne. Et pour faire grandir des enfants, l'île Maurice est un pays merveilleux. Je crois que mes 2 enfants sont ravis d'être restés ici et d'avoir grandi ici pendant 18 ans. Aujourd'hui, ils sont en France, mais je suppose toi aussi qui viens d'avoir un enfant, tu Bien sûr, vois, tu vois les perspectives de faire du sport toute l'année en même temps d'avoir un enrichissement culturel, personnel sur les deux, le côté francophone et le côté anglophone en même temps, c'est quand même exactement. extraordinaire. Exactement, on voit que Maurice remplit de nombreuses cases. Quand on le compare quand on fait un comparatif avec l'ensemble des pays dans le monde entier, comme peut être aussi le Pays Basque, comme peut être pas mal d'endroits du Moyen-Orient actuellement. Maurice coche tout le volet santé. On a un excellent système médical ici sur l'île Maurice. Le volet sécuritaire, quand on voit un petit peu ce qui se passe dans le monde entier, on est heureux d'habiter à Maurice et de voir, on va dire, qu'il n'y ait pas tous ces problèmes-là auxquels on peut être confronté pour nos enfants dans le futur. On a le volet aussi financier qui est indéniable par rapport à Maurice et surtout le cadre de vie qui est assez magique. Donc oui, ça prend beaucoup on va dire, de cases, l'éducation, qui est un système éducatif qui est fabuleux. On voit des gamins qui peuvent partir à l'étranger, faire toutes les écoles qu'ils peuvent, que ce soit aux USA, en Angleterre ou en Afrique du Sud. Donc toutes les perspectives sont bonnes à partir de Maurice, donc automatiquement, construire sa vie familiale ici est un véritable atout. Et donc, tu es le cofondateur de l'Academy of Sports du lycée des Mascareignes. Oui. Explique-nous un petit peu ce qu'est l'Academy of Sports et les perspectives de développement de cette académie qui a plus de 3 ans d'existence maintenant. Un peu plus, parce qu'on est parti c'est un projet qui est parti du Covid, parce qu'il y avait, on va dire, matière à travailler, on avait un peu le temps à travailler pendant le Covid. Et c'est un sujet sur lequel j'ai pu faire la chance faire un mémoire avec le comité olympique de Lausanne. J'ai travaillé sur la mise en place de hubs éducatifs et sportifs en Afrique, et notamment c'est concentré sur la création d'une académie olympique sur l'île Maurice en tant que pilote. Donc, j'ai travaillé là-dessus pour mon MBA à Lausanne, et derrière ça m'a donné des idées de pouvoir le développer, de le produire. Mais l'idée initiale de l'Académie of Sports, c'est de pouvoir créer une filière de sport de haut niveau à Maurice. Et sport de haut niveau allié avec de l'éducation. Multisport. C'est ce qui fait la différence avec pas mal de structures. En général, il faut comprendre que les académies en Afrique, notamment, sont sur un volet qui est monosport. Soit du basket, soit du football. Mais très peu multisport parce que le business model des académies en Afrique, elle est sur le transfert des joueurs. Okay, donc au football, on transfère les joueurs, ça rapporte de l'argent sur les académies. Pareil pour le basketball. On a aux USA, en Asie, au Moyen-Orient, mais elle se joue avec un ou deux sports comme le tennis ou le paddle, mais il y a très peu de mixité entre les sports. Là, on a voulu créer, on va dire, 20 sports olympiques avec différents jeunes qui puissent pratiquer le sport. Et en général, c'est de pouvoir mettre en place une filière de sport de haut niveau ici à Maurice. On le voit, ici à Maurice, il y a tout. Il y a tout. On a Vatel pour le tourisme, on va avoir un accès à l'éducation de qualité avec des écoles de haut niveau. Si tu veux faire pilote d'avion, tu fais pilote d'avion, tu peux aller au Canada ou faire deux écoles.
toutes les perspectives sont bonnes ici à Maurice pour les jeunes. Tout est ouvert, à part le sport de haut niveau. Ok. Et ça, c'est un sujet qui est majeur. Quand tu veux avoir une société qui puisse grandir et s'épanouir, il faut qu'il y ait un accès au sport de haut niveau qui soit réel. Pour ça, il faut le valoriser, il faut le mettre en place et il faut le construire. Et c'est pour ça que la mission de l'académie est de pouvoir construire une vraie filière de sport de haut niveau, de 12 ans jusqu'à 18 ans sur cette préformation, et d'amener les jeunes à casser les codes et à casser un petit peu ce plafond de verre qui existe en disant ah, mais on est à Maurice, c'est pas fait pour nous les Jeux Olympiques ou la performance. Justement, je pense qu'actuellement, il faut pouvoir changer un petit peu de paradigme, de pouvoir sortir un petit peu de ce carcan qui est de se dire c'est pas fait pour nous, et se dire tout est possible. Je pense que actuellement, vivre ici à Maurice peut permettre à des jeunes de rêver beaucoup plus grand, mais sur lequel il faut apporter l'environnement et le cadre pour accompagner ces jeunes-là. Si un jeune actuellement peut réussir dans la finance ou peut réussir dans l'éducation, peut réussir dans d'autres domaines, c'est parce qu'il y a un vrai cadre. C'est pour ça qu'il faut amener un cadre de qualité, amener ces jeunes-là à rêver fort pour après réaliser des grandes choses. Et ça marche par chez les jeunes. Donc si on amène un nombre de jeunes actuellement dans des compétitions, on appelle ça les compétitions, on appelle ça les Youth Olympic Games, c'est-à-dire les Jeux Olympiques de la jeunesse, sur lesquels on peut participer et gagner des médailles chez les jeunes, automatiquement, on a plus de chances de gagner des médailles sur le niveau dessus. Okay. Actuellement, il y a eu une médaille olympique dans le sport mauricien. C'est pas assez quand on voit les délégations qu'on peut avoir comme les Bahamas, comme d'autres pays à environ 1 million d'habitants. Il y a beaucoup de pays à 1 million d'habitants qui arrivent à performer à travers des programmes sportifs de qualité. Et c'est pour ça qu'il faut s'inspirer de ce qui se passe à l'étranger, s'inspirer de comment ça se passe et de travailler sur une perspective, une vision à long terme. C'est pour ça que l'Académie des sports, c'est un moyen pour permettre à des jeunes sportifs mauriciens d'exceller à la fois sur la partie sportive et à la fois sur la partie aussi académique. Parce qu'un sportif, c'est pas seulement, on va dire, être bon dans le sport. C'est aussi d'avoir une tête, et on sait très bien que dans le sport de haut niveau, il y a 4 dimensions importantes. Il y a la technique, le physique, okay, la tactique et le mental. Ça veut dire que si on n'a pas une structure académique solide, mentalement, on ne va pas être armé pour supporter les grands événements. Les grands événements de sport de haut niveau. Donc dans le mental, c'est assez vague, on dit ouais, mental. Le mental, c'est gestion des émotions, structuration de l'emploi du temps, gérer son temps. Tout ça fait que derrière, on apprend aux jeunes, à travers le sport, à travers du coaching, de pouvoir se structurer mentalement et de pouvoir avoir une capacité à gérer sa carrière sportive. Si tu n'as pas ce backup, malheureusement, derrière, le talent va faire que tu vas être champion d'Afrique ou champion océanien, mais tu ne pourras pas accéder sur le Graal qui est les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde. Donc la partie, on va dire, le volet académique et l'équilibrage, on va dire, que tu vas avoir sur la partie mentale est vachement important. Donc il faut pouvoir amener ces jeunes-là à avoir cet équilibrage mental, académique. De toute façon, on ne leur demande pas de faire sciences politiques et tout le reste. On leur demande juste d'avoir un bagage académique solide pour pouvoir après, derrière, quand ils vont arrêter leur carrière, d'avoir les capacités pour pouvoir travailler et développer d'autres compétences. Et surtout, pour les jeunes, on sait très bien qu'actuellement à l'académie, on a 20 sports olympiques différents, on a plus de 100 athlètes. Okay, on a 39% de filles, 39 filles qui sont actuellement à l'académie, des jeunes qui sont de divers horizons. On va avoir des gamins qui vont être de Tamarin, de Grand-B, de Rodrigue, de Bellombre. Le talent est partout à Maurice. Par contre, l'opportunité, elle n'y est pas. Et c'est là que accède, on va dire, le rugby, le Rex, le rugby Excel Club ou d'autres structures pour permettre à des jeunes Mauriciens d'arriver à un accès à une éducation de qualité, d'avoir un baccalauréat français, mais aussi un accès au sport de haut niveau. C'est pour ça que des jeunes de Rodrigue, des jeunes de Bellombre, des jeunes de Port-Louis qui vont arriver peuvent rentrer sur un système français, avoir un diplôme de qualité, avoir des perspectives, parce que derrière, ce que je crois, c'est que sur 100 jeunes qu'on va avoir qui vont performer, d'accord, on va avoir peut-être 1%, voire 0,5% de jeunes qui vont aller sur le haut niveau. Parce que c'est la réalité du sport de haut niveau, c'est très dur. C'est très très dur. Et que nous, on ne vend pas du rêve en disant vous allez être sportif de haut niveau. Par contre, les 89%, ils auront vécu une structure, ils auront vécu un process, une éducation avec des sportifs de haut niveau. Peut-être qu'ils vont avoir la chance d'avoir fait classe avec le futur champion olympique mauricien. Et ça,
derrière, ça va leur apprendre un vrai cadre. Et surtout, sur les 89 autres qui vont être dans la classe ou qui vont être à l'académie, ils auront plus tard une connaissance du sport de haut niveau. Ils auront plus tard, on va dire, une, une appétence sur comment fonctionne le sport de haut niveau et sur lequel, derrière, ils seront capables à diriger les fédérations à Et Maurice. Et c'est ce qu'il faut actuellement, c'est de pouvoir créer la culture, à la fois d'athlète, à la fois de coach, mais aussi de dirigeant sportif, qui est une évidence, c'est que pour créer une culture du sport de haut niveau à Maurice, il faut que toutes les strates soient formées. tout à fait. Et de toute façon, tout employeur, quelle que soit l'activité professionnelle, recherche des personnes qui soient complètes à la fois dans leur performance technique au niveau des degrés universitaires qu'ils ont pu avoir et de Bien sûr. l'expérience professionnelle, mais aussi des personnes qui sont capables, à certains moments clés de la vie de l'entreprise, se dépasser. Et le sport est la meilleure école pour ceci. Actuellement, prendre un jeune sportif mauricien pour une entreprise, quelle est la garantie pour l'employeur? La garantie, c'est de prendre un jeune qui connaît le work ethic, connaît la valeur du travail. Voilà. Le sport a la chance d'avoir la valeur travail qui est la valeur numéro une. Et je pense que quand on prend un jeune sportif, qui est notamment sportif de haut niveau, il connaît cette valeur-là. Il connaît la résilience. Ça veut dire de ne pas abandonner à la première, on va dire, au premier moment. Donc quand tu es employeur, quand tu prends un sportif, tu sais que déjà tu es face à un jeune ou une personne qui a des qualités en termes de travail, en termes de supporter un petit peu toute cette partie-là. Et après, c'est les valeurs du sport. On parle de valeurs, on parle de discipline, de rigueur, mais c'est un gage c'est un gage de valeur, c'est une garantie pour l'employeur. C'est pour ça que dans l'absolu, ce que l'on met en place actuellement va au-delà du sport. Ça va impacter sociétalement, on va dire, la société mauricienne. Et surtout, derrière, ça va permettre à des jeunes de Rodrigue, et on le voit actuellement, on a l'exemple, on est sur la 5e année en termes de la promotion de l'académie qui va arriver au mois de septembre, 5e promotion qui arrive en septembre. On a eu des jeunes qui sont passés à l'académie. On a eu des champions du monde, on a eu des champions d'Afrique, on a des sports qui superforment sur la partie africaine. Et on remarque que chaque année, on a de plus en plus d'athlètes qui performent. Mais surtout, on a des athlètes qui viennent de bourses, de scholarship qu'on a pu récolter. Et on a l'exemple du petit de Bellon qui est Noah Gokul, qui a été supporté par le Rugby Excel Club, qui a eu la chance d'avoir un baccalauréat en français en 3 ans. Ça veut dire qu'il n'a pas eu, on va dire, tout le monde me dit oui, mais le système mauricien scolaire, c'est compliqué. Non, il est arrivé du lycée de Kids College à Bellombre. Il est rentré en seconde au lycée. Il a eu du mal au début pendant 6 mois, mais à la fin, il a eu son baccalauréat en 3 ans. Et le gamin, maintenant, il a fait comptabilité, il est structuré, il sait ce qu'il veut faire. Et en plus, il a eu la chance de pouvoir faire 3-4 mois au Biarritz Olympique, un club pro en France, pour voir un petit peu la dureté du haut niveau. Donc ça fait que derrière, on a des exemples, on a des success stories qui vont venir au fur et à mesure, qui vont permettre, surtout, je pense, à avoir des rôles modèles. Parce qu'actuellement, c'est qu'il faut comprendre que les vases communicants dans le sport, et on va le voir après avec le rugby, mais les vases communicants, c'est l'équilibre entre le développement et la haute performance. Tu ne peux pas avoir des fédérations ou des structures qui sont uniquement sur le développement ou uniquement sur la haute performance. C'est un équilibrage qui doit être peaufiné, sur lequel les rôles modèles, les stars qui vont émerger, vont permettre d'impacter les jeunes qui vont grandir. Quand tu vas avoir une star qui va sortir de Rodrigue, ça va impacter 20 familles à Tout à Rodrigue. Et vice-versa. Ça veut dire que la performance a un rôle important à jouer, comme le développement a un rôle important à jouer. Il faut travailler entre les deux pour pouvoir amener et développer le sport en tant que tel, mais surtout se servir, on va dire, de valoriser les jeunes. Actuellement, quand tu regardes les médias à Maurice, on voit très peu de sportifs qui font la une des journaux. Très peu. Mais ça va changer. J'ai la chance, ça fait presque 10 ans que je suis à Maurice. J'ai la chance de voir que l'évolution du sport mauricien dans sa structure, dans l'écosystème. En 10 ans, l'évolution, elle est phénoménale. On ne se rend pas compte parce qu'on vit au quotidien. Il y a eu le Covid qui a impacté beaucoup, on va dire, aussi de situations. Mais quand vous comparez les régions dans le monde, que ce soit en Asie, en Afrique ou en Europe, la place du sport au sein de Maurice a complètement évolué. On a eu la chance de voir à travers des partenaires comme Rémi Mabillon qui a construit RM, mais en l'espace de 10 ans, tout a évolué. Tout le monde
à commencer à mettre en place des structures sportives de qualité. Il y en a partout à travers l'île. Il y en a partout à travers l'île. On voit le CrossFit qui a explosé. On a un CrossFit à Grand B, un CrossFit à Tamara. Les gens vont faire du sport, il y a un lifestyle sport qui se met en place. Alors pas aussi fort que l'on peut voir en Australie, aux USA ou en Afrique du Sud, mais ça commence petit à petit. Et toute la culture de la performance, toute la culture du sport santé, qui est un sujet qui est majeur, c'est un volet économique qui est majeur maintenant aux USA, le sport santé, fait que ça va arriver au fur et à mesure, petit à petit, ici. Mais c'est sûr que ça va impacter durablement. C'est juste une question de temps, une question, comme on a expliqué, de cadre, de structure, amener les bonnes personnes. Mais on le voit à travers tous les grands centres qui ont été mis en place actuellement sur l'île. Tout le monde s'est, on va dire, upgradé en termes de facilités sportives parce que c'est un sujet qui est majeur. Et on dépasse le cadre du sport performance, on est vraiment sur un sport santé qui est présent et sur lequel je remarque et je vois que Maurice va dans la bonne direction et qu'on fait le choix d'arriver là-dessus et l'Académie au sport peut partir aussi d'une de ces pierres qui va permettre d'apporter à des jeunes des nouvelles perspectives, des nouvelles opportunités. Et c'est ça qu'on a besoin, c'est de pouvoir amener des opportunités nouvelles à ces jeunes-là et surtout leur faire rêver plus grand, à avoir demain les prochains champions olympiques, les prochains champions à travers ça. Mais après, on peut être rêveur, mais on peut être réaliste. Ça veut dire qu'on ne va pas vendre du rêve à n'importe qui. On ne va pas essayer d'amener des projets qui soient pas du tout, on va dire, réalistes dans leur globalité. On sait que le niveau, c'est très dur. Il y a des process qui sont là. Mais surtout, il faut expliquer que les standards, ils sont là-haut. Et que pour y aller, il faut monter au standard. Ce n'est pas à nous d'abaisser les standards par rapport, on va dire, à l'audience que l'on a. Il faut être très exigeant, à garder les standards le plus haut possible, à essayer de chercher les standards parce qu'on veut rivaliser face aux meilleurs. Et je pense qu'actuellement, et on le remarque avec les jeunes, on a de très très bonnes satisfactions, on a de très bonnes surprises parce qu'on n'a rien à perdre. Et quand on s'engage sur des compétitions, on voit que les jeunes y performent. Et ça, on va en reparler après avec le rugby, mais c'est des choses qui sont assez incroyables par rapport à la taille de Maurice, comparé à ce qu'il y a autour en Afrique et dans le monde. Voilà, on vient d'avoir une superbe victoire en cyclisme féminin, Liège-Bastogne-Liège, une enfant de Maurice qui est venue gagner une des principales courses. Et donc ça va créer de l'émulation encore plus. Et je suis sûr que pour beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont plus ou moins 20 ans, les JO de Los Angeles sont un objectif possible, réaliste. Tu parlais de la direction positive du sport mauricien, maintenant plus particulièrement sur le rugby. Ouais, mais juste pour rebondir sur Kim Lecourt avec le vélo, il faut des fédérations qui sont locomotives dans le sport mauricien. C'est-à-dire que si tu veux réussir, automatiquement, il faut des leaders. Et les leaders, comme chaque sport, ben, ça passe par l'exemple. Et à Maurice, tu as des fédérations qui prennent le leadership, notamment le cyclisme, le rugby essaie de venir aussi sur du leadership pour amener aussi d'autres fédérations à grandir. Et c'est en se nourrissant les uns et des autres qu'on va trouver la clé du sport mauricien. Je pense que le sport mauricien, c'est un ADN qui est à part. On n'est pas là pour copier l'Afrique du Sud, la France ou l'Europe. On est là pour créer l'ADN du sport mauricien avec toute sa diversité et toute sa culture. C'est ça qui doit faire la différence. On n'est pas là pour copier un tel ou un tel. Et toi, le vélo, c'est important parce que dans la partie cyclisme, on le remarque qu'à l'académie, on a des jeunes joueurs, des jeunes athlètes, Tristan Hardy, Henri Rouillard, Thomas Harel, des gamins qui sont top 7 français. Actuellement, tu as des gamins qui sont là, qui sont top 7 français, qui sont à l'académie, en vélo. Ça veut dire que on est en train de construire une génération qui est en train de se nourrir des victoires qu'ils vont voir à la télé, qui vont se dire c'est possible, on peut le faire. Et ça, en fait, les sports, en effet boule de neige, ça va amener d'autres sports à faire pareil parce qu'il y a un sport qui a réussi. Et ça, pour nous, c'est vachement important parce que c'est l'exemple. Il ne faut pas segmenter par rapport au sport. Actuellement, c'est que Maurice, il y a plus de 28 fédérations sportives à Maurice, 28 sports olympiques, sur lesquels derrière, chacun va se motiver, driver les autres fédérations à faire plus. Et c'est là où on va pouvoir avoir ces standards qui vont se monter parce que je pense que les fédérations vont se challenger
et les sports vont se challenger pour permettre de réussir beaucoup plus. C'est pour ça qu'il faut avoir, comme on fait à l'académie, avoir une base avec 100 jeunes et 20 sports olympiques différents qui, eux, se challengent et se nourrissent entre eux pour pouvoir se tirer vers le haut. C'est ça la force. On revient au rugby et Exactement. donc tu as vu l'évolution du rugby mauricien en 8 ans que tu es ici. Tu es la pierre angulaire de ce projet. Aujourd'hui, si j'ai raison, le rugby mauricien est dans le top 10 africain, que ce soit masculin et féminin. Quelle a été l'évolution et quelle est l'ambition possible? Quel est le rêve que l'on peut avoir pour le rugby mauricien? Sky is the limit, comme on dit, mais déjà à la base, c'est qu'on part sur de l'héritage du rugby mauricien. C'est que déjà à la base, tu as une base pour travailler. Quand je suis arrivé il y a 8 ans, il y avait déjà une base sur le rugby mauricien. C'est un sport qui est présent ici depuis de nombreuses années, avec des gens, comme je dis, passionnés, qui ont construit le rugby mauricien dans sa globalité, à travers les clubs, à travers les équipes nationales, et sur lequel derrière, il était facile de prendre le relais et de pouvoir après amener ma pierre sur le rugby mauricien. Donc c'est vrai qu'à la base, on est parti sur le développement par la base, c'est-à-dire on est parti sur un travail avec, Tout à fait. Les jeunes. avec les jeunes à Monaco. Quand je suis arrivé, on était sur uniquement du U12, on avait une génération de U12 à senior, et sur lequel du rugby, on va dire, c'est très masculin, il y avait très peu de filles sur les premières années, et sur lequel le but est de pouvoir avoir une pyramide inversée. Il faut comprendre que on a 750, 700 licenciés, on est la plus petite fédération en Afrique sur les 38 fédérations africaines, on a moins de 1000 licenciés, donc en termes de volume et d'effectifs, on est assez limité. Par contre, en termes de qualité, on est plutôt pas mal par rapport au reste de l'Afrique. Mais quand on prend une fédération comme Maurice, il faut travailler sur la base. Parce qu'automatiquement, le réservoir, c'est la clé. Ça veut dire que vous inversez la pyramide, vous mettez la performance sur, si vous voulez, le dessus avec le peu de joueurs qu'il va avoir le dessus. Mais à la base, c'est les jeunes. Ça veut dire qu'il faut arriver à maximiser le nombre de jeunes parce que derrière aussi, vous arrivez à garantir l'attractivité au niveau des parents. Les parents aussi sont au ciment du rugby à Maurice parce que les parents ils sont bénévoles, coachs, arbitres, dirigeants. Donc quand vous arrivez à voir les parents et que les jeunes jouent au rugby, derrière, toute la communauté se met en place. Et on est arrivé là, cette année à descendre jusqu'à des gamins jusqu'à 6 ans. Ce qui est incroyable, c'est qu'actuellement je vois sur le terrain, la finale le week-end dernier, les jeunes de 6-7 ans jouent au rugby, ce qui n'était pas le cas auparavant et sur lequel je suis très fier de voir ces gamins-là pratiquer le rugby, aimer le rugby, tout nous en garantissant la sécurité des joueurs et en accompagnant ces joueurs-là. Et à travers Monaco qu'on avait mis en place la première année, ça nous a permis de pouvoir pomper le désir des jeunes à venir jouer au rugby. Ça veut dire à venir partir à l'étranger. Et jouer au rugby, j'avais un petit peu l'anecdote par rapport aux gamins de Bellombre, mais à Bellombre, on avait très peu de joueurs, on avait 16-6 joueurs à Bellombre au début, et sur lequel, quand le jeune de Bellombre part à Monaco, le week-end d'après, on refait un camp pour essayer d'attirer plus de jeunes, parce qu'on voulait avoir plus de jeunes sur le club. Et on avait distribué 100 flyers dans les écoles, à droite à gauche, pour récupérer ces jeunes-là. Et quand j'arrive au milieu du terrain avec le coach, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et là, on a vu arriver plus de 100 gamins de tout horizon, de 8 ans jusqu'à 19 ans, parce que le jeune de Bellombre, en tant que rôle modèle, avait pris la lumière et du coup, il était l'image du club de Bellombre. Et à travers ça, on avait réussi à attirer plus de jeunes. Donc automatiquement, on a réussi à mettre en place, on va dire, des clubs à Bellombre, à Port-Louis, à Rodrigue, au fur et à mesure. Et ce qui a permis de démocratiser un peu plus le rugby, parce qu'il ne faut pas se mentir, le rugby est un sport étiqueté, on va dire, comme dans l'ensemble des pays anglo-saxons, où il y a eu des sports comme le cricket, comme le rugby, comme le football, qui sont communautaires, et sur lesquels, si on veut développer le rugby dans sa globalité, il faut que ce soit un rugby qui soit ouvert à tous. On a vu le cas de l'Afrique du Sud notamment. L'Afrique du Sud était un sport qui était à la base à connotation blanche, très blanche en Afrique du Sud. À travers leurs différentes formes de rugby, ils ont attiré l'ensemble de la communauté sud-africaine à jouer pour l'équipe nationale. Et maintenant, ce n'est plus un sujet sur la table. C'est pour ça qu'à Maurice, on est sur la même situation sur laquelle derrière, les jeunes vont commencer à venir, de plus en plus à venir. Et on le voit, on a eu la chance cette année.
On a 7 équipes de rugby à 15 aujourd'hui sur le rugby à Maurice. On a des clubs comme Dagotière qui ont joué, comme les Stags qui ont joué, comme Bellombre qui a joué au rugby à 15 en senior. Mais en fait, ces gamins seniors que tu as trouvés à Bellombre, bah, ils viennent de la politique qu'on a faite il y a 8 ans sur les jeunes Tout à fait. de 12 ans. Donc ça prend du temps. Comme on dit, une génération olympique, c'est environ 8 ans, c'est 2 cycles de 4 ans. Ben, pareil pour le rugby, pour construire par rapport au club, ça prend du temps de construire. Il faut construire avec la base, avoir une base qui soit solide, que les gamins comprennent le rugby, parce qu'aussi il faut comprendre que les parents, malheureusement, quand tu as un parent qui vient dans la communauté au rugby et qui n'est pas sensible au rugby, bah demain, tu as ta fille qui joue au rugby ou ton jeune qui joue au rugby et que tu ne connais pas le rugby qui arrive avec un peu ouvert ici, des hématomes, mais tu vas dire, non, tu ne reviens plus au rugby parce que c'est dangereux. Mais quand tu comprends l'univers rugby, quand tu baignes dans la communauté change rugby, ça change tout. Parce que tu vois que tu ne vas pas t'arrêter aux premières blessures. Tu vas pouvoir continuer parce que derrière, il y a quelque chose qui est beaucoup plus fort. C'est pour ça qu'on a mis du temps à travers différents clubs à venir imprégner le rugby parce qu'il faut qu'il y ait une culture rugby. Il faut que les jeunes se l'approprient et surtout qu'ils se sentent valorisés. Et c'est là où on a mis en place aussi les différentes formes de rugby parce que je pense que le sujet était là aussi. C'est de pouvoir avoir différentes formes de rugby qui soient présentes. Ça veut dire on a partagé le rugby à 15, le rugby à 7, le beach rugby, le touch rugby comme levier de rugby. On parle de fédération de rugby, mais pour moi c'est fédération des rugby. Parce qu'on remarque que toutes les fédérations qui ont performé sur la scène mondiale, notamment les grosses fédérations, elles ont plus de rugby à leur arc. Alors, Et sur lequel derrière, c'est important de pouvoir avoir différentes formes de rugby pour attirer différentes populations. On va parler du rugby féminin actuellement. Le féminin a explosé à Maurice parce qu'on a mis du touch rugby à la base. Okay, le jour où il n'y aura pas de touch, tu n'auras plus de féminin dans 5 ans. C'est la logique. Le touch rugby, pour un parent, c'est la version non contact la plus facile pour dire allez, on va jouer au rugby, il n'y a pas de problème, je donne mon accord dessus. Parce que tu ne peux pas commencer le rugby pour des filles à plaquer sans avoir la culture rugby. C'est pas possible. Donc le touch rugby, c'est la première marche pour après arriver. Mais moi, je suis un enfant du 15, j'ai joué à 15, j'ai fait ma carrière à 15. Mais quand tu es une fédération avec aussi peu d'effectifs, avec un besoin de pouvoir t'émanciper, il faut utiliser toutes les formes de rugby pour travailler. Et apporter, on va dire, un vivier conséquent, important, pour pouvoir après nourrir l'ensemble des rugby que tu vas avoir au-dessus et de pouvoir travailler là-dessus. Donc on a travaillé beaucoup là-dessus sur la base avec la fédération sur les premières années. On a eu le Covid qui est venu impacter, comme l'ensemble des fédérations a été impactées dans le monde entier, qui était un moment qui n'était pas forcément facile. Ça a effectivement freiné l'élan pendant ça a beaucoup freiné. 1 an et demi, presque 2 ans. Ça a freiné l'élan. On a eu des interdictions de la part du ministère de pouvoir faire des compétitions de rugby pendant presque 2 ans sur des grands événements. On n'a pas le droit de faire des événements de plus de 50 personnes. Donc il a fallu jouer sur les nombres, s'adapter, faire du rugby à 10, jouer sur des nombres un petit peu pour pouvoir amener le rugby à continuer à travailler. Mais on le remarque, l'après-Covid, c'est plutôt, on va dire, bien passé. On a eu des choses qui sont intéressantes, sur lesquelles derrière le développement, c'est moins structuré. On le voit à travers Rodrigue actuellement, qui est venu il y a 3 semaines jouer. On a des joueurs qui sont hors du commun. On a des joueurs de rugby qui sont incroyables, qui jouent, ça joue au rugby, ça sent au rugby, c'est compétitif. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup de voir, on va dire, l'évolution du rugby mauricien sur leur capacité à avoir. Il y a ce côté social qui est présent et aussi ce côté performance sur certains qui veulent aller chercher un peu plus. Et c'est là où, il y a les équipes nationales qui se mettent en place, où la fédération essaie d'amener ces joueurs-là, ce pourcentage de joueurs, à pouvoir se dépasser au fur et à mesure. Et c'est pour ça que, comme tu l'expliques, c'est que dans le rugby à Maurice, ce qui m'a plu, c'est que derrière, dès que tu passes sur le volley international, derrière, tu as des gamins qui sont talentueux. Quand on part il y a 38 pays africains, on est top 10 africains chez les garçons, top 10 africains chez les filles, et aussi chez les jeunes. Okay, à Monaco, il y a 24 pays qui jouent. Tu as les Blue Bulls, tu as les Sharks, tu as tout ça. Mais à 12 ans, on est compétitif. Et on est à Maurice. Donc ça veut dire que le travail qu'on fait en formation, il est bon. On joue les top 7, top 8 monde avec des joueurs de Maurice. C'est ça qui fait la différence. Et en senior, c'est pareil. En senior, il faut comprendre que actuellement, il y a 12 équipes africaines qui viennent jouer dans 3 semaines le Mosh Evans.
sur les 12 équipes africaines, il y en a 4 qui ont des joueurs locaux. C'est-à-dire que les joueurs locaux, ce sont des joueurs qui viennent du sérail des clubs. L'Afrique du Sud, l'Ouganda, le Kenya et Maurice. Ça veut dire que toi, tu amènes des joueurs qui viennent de tes clubs. Tu les formes chez Formé toi, chez vous. chez vous. La plupart des autres clubs. Avec un ADN. Exactement. Mais surtout, c'est que tu travailles avec ta culture rugby que tu as ici. Quand tu vois, on va dire, des clubs comme des nations comme l'Algérie, le Nigeria, qui ont 100% des joueurs qui viennent d'Europe ou des USA. Alors, ça dépend des pays. Mais on doit être fier de ça. Je pense que la fierté de Maurice vient de ça. Quand on va jouer en équipe nationale et qu'on a presque 100% des joueurs qui sont issus des clubs, même si certains partent à l'étranger faire des études, ils ont appris le rugby dans leur club. En tout cas, vous rivalisez en termes de résultats avec les équipes comme le Nigeria et l'Algérie. Exactement, Hein. tu rivalises avec ces équipes-là. Donc actuellement, le top 5, il est un peu dur parce que forcément, ces équipes-là, elles jouent régulièrement. Il y a des joueurs qui jouent en Pro D2, en top 14, donc c'est compliqué à pouvoir rivaliser parce que malheureusement, il y a la réalité de la compétition. Mais pour autant, on a des filles qui rivalisent. On a la chance d'avoir chez les filles 2 filles qui sont en pro au Loup. On a Léna Descroisil et Sabine Devaux qui ont intégré une structure pro rugbystique, ce qui est assez incroyable et on a des super retours par rapport au coach avec ces filles-là. Ce sont des filles qui sont jeunes. On a un groupe qui est très jeune. Il faut comprendre que la tactique la stratégie de la fédération pour la partie performance, c'était de pouvoir lancer des jeunes très tôt à 17 ans dans les compétitions africaines. Pourquoi? Parce que si tu lances 4, 5, 6 jeunes en moins de 17 ans, ce qu'on a fait en 2018-2017, ça veut dire que 7 ans après, ça veut dire actuellement, ils auront que 24 ans, mais ils auront 7 ans d'expérience de rugby, de rugby. Et ça fait la différence parce que quand tu prends un joueur, parce que nous on n'a pas beaucoup de matchs, donc quand tu prends un joueur avec une expérience et tu le fais jouer un peu plus vieux, malheureusement, l'important c'est l'expérience collective que tu vas créer sur le terrain. Et ça vaut tout. Et on a vu, on va dire, heureusement que les exemples de sport de haut niveau nous donnent raison, mais on a vu les finales de la Coupe d'Europe de football il n'y a pas très longtemps. La victoire se fait par le collectif. Et la force dans le collectif. C'est pour ça qu'à Maurice, il y a de grandes ambitions à avoir à Maurice, mais surtout il y a de grands rêves à pouvoir faire avec le rugby mauricien sur leur capacité à jouer ensemble, en collectif. On n'a pas des talents incroyables actuellement, mais ça arrive. Il y a des joueurs, là on est en train de récupérer des joueurs en moins de 16 ans, moins de 18 ans, qui sont fous. On a des joueurs qui arrivent, qui viennent de Rodri, qui viennent de Bellombre, parce que le talent il est partout à Maurice. Et au fur et à mesure, on va pouvoir avoir des joueurs qui vont construire au fur et à mesure le rugby mauricien dans sa globalité et performer. Donc il y a plein de nouveaux défis qui vont arriver dans le futur, que ce soit sur le rugby dans sa globalité. Et on est assez impatient de voir comment le rugby évolue. Mais quand tu vois qu'aujourd'hui tu as un tournoi international comme le Mosh Sevens qui est à Maurice, c'est assez incroyable d'avoir un tournoi du Coupe d'Afrique. On ne se rend pas compte, mais le travail qu'a effectué Kevin sur d'avoir ce tournoi qualificatif olympique et Coupe du Monde ici à Maurice, c'est une fenêtre sur l'international qui est énorme. Tout à fait. En termes de visibilité pour Maurice. Là, c'est la 3e édition, 4e édition. C'est la 3e édition. Et pour World Rugby, c'est que. Sur 2 week-ends encore. Non, ce sera sur un week-end cette fois-ci parce qu'on n'a pas beaucoup d'effectifs pour jouer. Et c'est vrai que ce sera sur un week-end. Mais c'est d'avoir ce genre de tournoi, d'événement. Il faut comprendre qu'un événement de ce type-là, c'est le plus gros événement actuellement sportif mauricien. Avoir les 12 meilleures équipes africaines qui viennent à Maurice et surtout, pour moi, je pense que c'est quelque chose d'important pour les familles. Parce que demain, si vous voulez aller voir un match de football, de première ligue de foot avec votre enfant, c'est un peu compliqué, à part la télé, vous ne pouvez pas le faire. Et à Maurice, on a très peu d'événements sportifs où on peut aller voir en famille des événements et avoir ce côté émotionnel là-dessus. Tout à fait. Et ça n'existe pas. Surtout que l'équipe gagne, a de très bons résultats. Et super résultats, mais même au-delà du résultat, c'est l'événementiel. Et amener ses enfants, partager un événement comme ça, c'est vachement fort en termes d'émotion. C'est aussi important pour les gamins de voir, on va dire, ce que c'est en vrai le rugby en général. Et c'est génial. Quand on voit chaque année, on voit les gamins qui ont 12, 13, 14 ans qui viennent voir les matchs, qui sont des ramasseurs de balles.
à la fin, ils ont une envie, c'est de jouer sur le terrain Bien sûr. dans 5 ou 6 ans. Donc là, on est en train de nourrir, on va dire, une génération qui va avoir une envie folle de faire mieux que la génération qui est actuellement. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on crée, c'est-à-dire d'avoir une discipline, une envie, repousser les limites et de dire, bah, nous, on va faire mieux qu'eux. Et ça, c'est quelque chose qui Fantastique. est assez fou et sur lequel c'est ça qui me nourrit tous les jours à travailler avec les jeunes et à travailler avec le rugby à Maurice, c'est de voir, on va dire, l'énergie, la passion de ces gamins-là et d'arriver à un moment donné à repousser à chaque fois les limites par rapport à ce qu'on peut voir. Valoriser les jeunes par rapport à. Donc Jean-Baptiste, maintenant on va parler un petit peu de ta carrière de joueur pro en rugby que beaucoup connaissent, mais peut-être revenir sur ces moments qui se sont passés il y a une vingtaine d'années. On arrive aujourd'hui, on est très proche des phases finales du top 14. On vient de vivre la finale de la Coupe d'Europe. Tu as fait 2 finales de Coupe d'Europe, malheureusement perdues, mais deux finales de championnat de France gagnées, où tu as marqué un essai à chaque fois d'ailleurs. Donc donne-nous un petit peu les moments forts de ta carrière pour partager, nous remémorer tout ceci. En moment fort, c'est vrai qu'on a, sur la totalité, j'ai environ 15 ans de carrière au niveau. Ça fait environ 400 matchs dans la totalité. Mais les moments forts, vraiment, ils se situent surtout sur le côté émotionnel. Quand on fait un sport à ce niveau-là, on se souvient beaucoup des matchs avec des émotions très fortes. Et comme tu l'as expliqué, c'est que les finales, automatiquement, elles en font partie parce que ce sont des moments que tu gagnes ou que tu perds, ce sont des bons moments. Parce que même si tu vois la finale, par exemple, de Coupe d'Europe contre le Munster, c'est dur de la perdre, mais on a vécu quelque chose qui était fort parce qu'il y avait le stade, le Millennium, le match, tout le monde s'en souvient. Il y avait tout ça qui était derrière et sur lequel ça reste un moment qui reste ancré à vie par rapport à ce que j'ai vécu. Donc l'aventure que tu vas faire, le chemin que tu vas faire pour la finale aussi, ça compte. Donc le match en lui-même, plus la préparation que tu vas avoir, ça fait partie de l'émotion, des moments forts que tu as. L'émotion, elle se situe beaucoup, surtout sur les premières fois. Ça veut dire tes premières finales, tes premières sélections, tes premiers matchs pro, font partie des moments qui, pour moi qui sont majeurs. Et pour revenir sur les premières, j'ai eu la chance de faire ma première en club pro, c'était à l'ASM, c'était en années 2000. À l'époque, c'est simple, tu prenais la composition d'équipe, ben, tu avais l'équipe de France en ligne de trois quarts. J'avais la chance de jouer avec Viars, Bory, Rougerie, ceux qui connaissent les Marche. noms, Tony Marche, Gérald Merceron, Olivier Magne, il y avait Alexandre Troncon en numéro 9, donc une équipe de galactique. Et moi j'avais 17 ans, j'arrivais sur la pointe des pieds et j'étais bombardé sur l'équipe de l'ASM au centre avec Tony Marche. Donc quelque chose qui est assez incroyable sur lequel j'ai fait mon entrée dans le sport pro à travers le Graal, l'équipe qui était vraiment l'ultime, même si à l'époque l'ASM n'avait pas gagné le Brennus, était toujours en quête de Brennus. Mais c'était un moment, on va dire, à part s'entraîner avec les Australiens. On avait Tim Lane qui était au coach de l'Australie. On avait ce côté-là qui était assez fou, sur lequel la rigueur, le travail. Donc, ça m'a marqué. Ma première à l'ASM m'a beaucoup marqué par rapport à ça, parce que c'était quelque chose qui était intense, rêvé, parce que tu es sur un rêve, tu passes de la télé, de Canal+, dans ton salon, à t'entraîner avec eux. Donc, tu as ce côté qui est complètement déconnecté à jouer avec ça et beaucoup de respect en même temps. Mais aussi, derrière, tu as besoin de gagner ta place. Donc, il fallait aussi, à l'entraînement, montrer les crocs pour essayer de gratter une place le week-end. Donc, ça, c'était vraiment dur. C'était la durée de haut niveau, mais c'était aussi assez intense, assez quelque chose qui avait envie. La même année, ou juste un peu avant, j'avais connu mes premières sélections sur l'équipe de France en jeune, donc c'était en moins de 18 ans. Et j'étais parti aussi on était parti au Chili pour la Coupe du Monde au Chili. Et dans la génération que j'avais Michalak, Pointrenault, j'avais que des joueurs de top 14. On avait Lambolé, il y avait plein de joueurs qui ont été internationaux après. Et on avait une génération qui était assez incroyable, sur laquelle on est parti faire la Coupe du Monde au Chili. Et à l'époque, il y avait Gavin Hanson pour le Pays de Galles, il y avait plein de joueurs que tu vois maintenant qu'on avait eu sur le rugby mondial. Et on va en finale.
Et on joue la finale contre les Blacks. Et ma première expérience, c'est une finale contre les All Blacks à Santiago du Chili. Et mon vis-à-vis, c'était Joro Kosoko à l'époque. Il y avait McAllister, il y avait Tutupu, il y avait plein de joueurs. Et un moment qui est très fort parce que tu joues pour ton pays, tu représentes ton pays. C'est quelque chose qui est assez fort quand tu es jeune à 18 ans. C'est quelque chose qui est énorme. Et en plus, tu vas jouer contre la meilleure équipe du monde. Tu as le AK qui est devant toi, tu as tout ça. C'est assez fou. Et la finale qu'on joue, elle est simple. La finale, on joue dans un nuage, on gagne 21-0 à la mi-temps, on arrive dans le vestiaire, on était complètement abasourdi parce qu'on se disait c'est trop facile, qu'est-ce qui se passe? Les Blacks, c'est une finale, tout se passait bien et tout marchait bien. Je marque, je crois, deux essais sur la finale. Tout, tout passait comme un entraînement. Et par contre, deuxième mi-temps, c'était autre chose. Ils sont réveillés. C'était Et l'inverse. quand les Blacks se réveillent, à l'époque, c'était pas très marrant. Et on perd 36-28, je me rappelle. Et on prend une douche parce qu'à 21-0 à la mi-temps, tu penses que tu vas gagner le match. Et là, tu te retrouves sur la réalité du sport de haut niveau, c'est-à-dire que tout ce qu'on parlait, les valeurs qu'on parlait auparavant, là, tu le prends dans la gueule et puis tu perds une finale. Et puis derrière, tu sais que à 21-0, tu ne vas pas relâcher sur une finale de Coupe du Monde. Donc voilà, toi, les moments que j'ai eus sur ces moments-là. Après, les moments qui sont forts aussi, on parlait de première, mais aussi on parle de derby. Et quand tu habites à Biarritz, le derby Biarritz-Bayonne, c'est un derby qui est très chaud, voire le plus chaud de France. C'est la rivalité la plus forte. 7 km de distance, Biarritz et Bayonne. On vit dans le même Ça village. ne se touche pas. Ça Il y a se touche Anglette pas. entre Il les deux. n'y a rien qui se touche. Mais Il c'était. y a une année, je crois, Bayonne gagne chez vous. Ah, je vais te raconter Ouais. cette histoire-là. Et le retour est intéressant. Et en fait, c'est que le match-là, le derby, c'est quelque chose qui est à vivre. Et je raconterai après, pour moi, la carrière idéale à faire. Mais le derby, c'est un club, c'est une chose de passion que tu vis et il faut le vivre pour le croire. Mais le derby Biarritz-Bayonne, je le voyais à travers la télé quand j'étais jeune, je regardais un petit peu, mais à l'époque ça se croisait. Il y avait Bayonne Biarritz qui était à l'époque en top 16, il y avait des va et des viens. Et quand je signe à Biarritz, je signe pareil dans une équipe qui est avec Iashvili, Imanol Arendoki, Diamantra, Traille, Betsen, des joueurs qui sont incroyables et sur lequel on reçoit le match. C'était le premier derby, c'était en septembre 2004. Et Bayonne monte en top 14, à l'époque top 16. Il monte en top 16. Et Biarritz est largement favori parce que Biarritz on avait des joueurs de renom sur lequel derrière. Mais je me rappelle, l'ambiance était vraiment électrique. C'est-à-dire que tu sentais toute l'effervescence du rugby basque. Et là-bas, tu choisis, hein, c'est soit tu as la chemise bleue, soit tu as la chemise rouge. Tu ne peux pas être entre les deux. C'est au Pays Basque, il faut choisir ton camp. Il n'y a pas d'entre-deux. Donc l'ambiance était électrique. Le stade plein à craquer à Aguilera. Et on perd de façon incroyable. On perd le match contre Bayonne. Et là, le ciel tombe sur la tête. Un drame pendant 6 mois. Le drame, c'est là où j'ai vu des choses qui étaient pour moi improbables. C'est-à-dire on était sur peut-être la troisième journée de championnat. Et là, tout le monde en pleure. Comme une finale, on était tous abasourdis. Là, autant te dire que hors de question de sortir pendant 6 mois. On se faisait un petit peu Jusqu'au match retour. copieusement insulter quand on sortait. Donc là, je t'annonce que tu évitais de sortir en ville pendant ces 6 mois. Et le match était le mois de février 2005. Et bien sûr, le match était coché. Depuis le début, tout le monde parlait le match retour, le match retour. Et pendant 6 mois, on était sous le feu des critiques, à l'entraînement, la pression, tout ça qui était derrière. Et on arrive. C'était Patrice Lagisquet et Laurent Rodriguez. Et Laurent Rodriguez qui entraînait à l'époque. Et autant te dire que les entraînements, c'est pas facile. C'était c'était assez dur comme entraînement. Mais c'est là qu'on travaillait. À chaque fois, c'était dans la dureté. Et le match se joue pendant le tournoi Destination. Ça veut dire que tous les jours qu'on avait en équipe de France, pas là. Pas d'Iashvili, pas d'Imanol, pas de star. Pour le match le plus important de l'année. Et pour le match le plus important, sur lequel, quand tu es jeune,
surtout à mon âge, quand tu as, on va dire, la vingtaine, bah, un derby, ça fait ta carrière. Ça veut dire qu'un derby, tu passes à côté, bah, ton contrat, tu peux le déchirer, à tout moment, tu ne vas pas rejouer au rugby dans le club que tu vas faire. Donc un derby peut décider de ta carrière, euh, d'un côté comme de l'autre. Ouais. Et la chance que j'ai eue, c'est que ça a bien tourné de mon côté, sur lequel j'ai pu performer sur le match, gagner le match 41-16 face à Bayonne. Et surtout, ce match-là, pour moi, c'est le match qui a été pionnier parce que le derby, ben, ça a permis un peu de montrer aussi le caractère. C'est des matchs un peu à enjeu direct, durs, et sur lequel, ben, des fois, on peut se liquéfier sur un événement. Et là, on a réussi toute l'équipe et tous les jeunes de l'époque. Il y avait Julien Dupuis, il y avait Thierry Sautoir, il y avait plein de jeunes. Guillaume Boussès, on était toute une flopée de jeunes. On a réussi ben, à se faire une place dans l'équipe et à pouvoir après postuler pour les matchs d'après et la finale de 2005 aussi derrière. Donc c'était un match qui était assez important parce qu'on avait les clés du camion à 20 ans et sur lesquels il a fallu se sortir un petit peu les doigts pour pouvoir aller chercher le match et se faire une place dans l'équipe. Donc c'était un moment qui était assez fort dans ma carrière là-dessus et sur lequel je m'en souviendrai un peu toute ma vie par rapport à ça, quoi. Mais ça rejoint très vite la finale 2005 où on fait la finale avec le Brennus et sur lequel on joue au Stade Français en finale. Prolongation. Ouais, prolongation, il y a 34-34 ou 31-31. Un match de folie, sachant qu'il y avait une grosse tension entre Stade Français et nous. On avait perdu la demi-finale de Coupe d'Europe 15 jours avant, sur des conditions un peu au Parc des Princes qui étaient assez limites, avec Anissé Dominici. Et en plus, en finale, je tombe sur vis-à-vis. J'avais Dominici qui était mon vis-à-vis. Équipe de France, joueur de légende, assez incroyable, fantasque, et sur lequel il faut surveiller comme le lait sur le feu, parce que c'est un joueur qui va se réveiller, qui va prendre la balle et qui va marquer un essai de 100 mètres. Et ce qui s'est passé contre nous, à un moment donné, il prend la balle, il va marquer l'essai, il tire le maillot. C'était un joueur qui était incroyable, qui pouvait rester dans l'ombre pendant une mi-temps et derrière sortir et mettre le coup de couteau. Mais face à nous, on a réussi à le contenir et on va en prolongation. Et Dimitri, à travers son jeu au pied, paire long avec un drop, nous font gagner le match qui est ultime. Parce que une finale championnat de France avec les Brennus, mais c'est dur d'y aller en finale. Et quand tu la gagnes, c'est encore plus rare. Donc toute cette épopée-là et les festivités qui sont engendrées derrière fait que ça reste le moment le plus fort de ma carrière. Parce qu'on a vécu quelque chose qui est incommensurable en termes d'émotion. On est passé du haut à du bas avec des émotions qui étaient folles, avec la défaite en Coupe d'Europe, à la victoire au Brennus. Et toutes les festivités derrière ont fait que cette saison 2005 a vraiment, on va dire, marqué d'une pierre blanche ma carrière parce qu'il y a eu ce match de Bayonne plus cette finale-là qui s'est enchaînée et sur lequel ça a été quelque chose qui était assez fort en termes d'émotion, quoi. Par contre, la finale 2006, vous avez un peu déroulé en deuxième mi-temps contre le Stade Toulousain. C'était un peu plus facile. 12-9 à la mi-temps et après derrière l'apothéose, une équipe de Toulouse qui n'a jamais pris 40 points, qui est toujours solide. Et là, du jour au lendemain, on enchaîne essai sur essai. Je crois qu'il reste peut-être 20 minutes à jouer, il y a presque 40 points d'écart. Et la même chose que sur la finale contre les Blacks, c'est que tu as ce côté-là qui est trop facile, mais sur lequel derrière tu te dis, à tout moment ça peut remonter, parce que tu n'es jamais à l'abri de quelque chose. Et en fait, quand tu sais que tu as gagné à 10 minutes avant la fin du match, c'est quelque chose qui est jouissif, quelque chose qui est incroyable, il y a une communion avec le public qui est forte, et c'était aussi un moment qui était particulier. Et France 7, donc je suppose, je crois que tu as fait plus de 200 matchs. Bon, après, c'est des matchs de 14 minutes, mais plus de 200 matchs avec France 7 pendant de nombreuses années. Quels sont les moments forts de cette carrière Après, toi, j'ai basculé on va dire, à 29 ans. Toi, j'ai basculé sur ma carrière à 15, à 7. Après, je suis revenu au rugby à 15. Mais j'ai fait une parenthèse parce qu'au début, je voulais partir à l'étranger. J'avais des contacts avec des clubs anglais. J'avais Leicester, j'avais Harlequin, j'avais Bath. Je me suis posé beaucoup la question de partir à l'étranger. Et le 7 était un bon moyen de faire à la fois l'étranger et à la fois l'équipe de France. Donc j'ai dit, bon, on va partir sur du rugby à 7. Et on a eu la chance de faire toute la période olympique, ça veut dire la préparation, qualifier l'équipe pour les Jeux olympiques de Rio. Tout ce côté, on va dire,
du sport qui était, on va dire, amateur, 100% amateur, parce qu'on n'était que 4 à l'entraînement à l'époque à Marcoussis. Donc on est passé, on va dire, du sport amateur au sport pro. J'étais le premier joueur de top 14 à avoir signé au rugby à 7 pour amener ce projet-là à hauteur. Et sur lequel mon plus gros souvenir, c'était, on va dire, les finales qu'on avait jouées sur le Dubai Sevens, sur le World Series ou à Cape Town face aux Blacks et à l'Angleterre. On a gagné aussi des matchs contre les Fidji. Donc il y a plusieurs matchs qui ont été faits. Il y a eu plus de 300 matchs que j'ai joué sur le rugby à 7. C'était un événement qui était très fort. Mais pour moi, le plus gros, on va dire, mon souvenir le plus fort, ça va être peut-être les Jeux Olympiques gagnés par la France. Même si tu es pas, on va dire, L'année dernière? l'année dernière, même si tu es pas, Bien on va sûr. dire, partie de l'aventure à Paris 2024, ça veut dire que tout le travail que tu as fait en sacrifice, et je pense toi à Terry Bourawa, à Vincent Degnaud, à tous les joueurs avec qui j'étais à l'époque, où on a galéré pendant 6 ans à aller à Marcoussis, à s'entraîner dans la neige avant de partir en tournée, Ils l'ont fait. que derrière, ben, tu as été les pionniers et tu as surtout, on va dire, permis à une génération de conquérir l'or olympique, qui est quelque chose qui est incroyable. Et il n'y a pas de, il y a pas Un de mots pour moment décrire ça, parce que exceptionnel. c'est au-delà du Brennus, de la Coupe d'Europe, être olympien pour un sportif dans sa globalité, c'est quelque chose qui est unique. Et ça, on a beau le dire, on a beau l'enlever, on a beau faire le parallèle. Un joueur comme Antoine Dupont, il est parti faire l'or olympique, mais cette médaille-là, Elle fera partie des grands moments de sa carrière. de sa carrière, comme sera peut-être, j'espère, la Coupe du Monde plus tard en Australie ou d'autres titres. Et c'est quelque chose qui est forcément qui est très fort. En tout cas, Jean-Baptiste, merci pour toute cette histoire à Maurice, hein, depuis 8 ans, qui j'espère va continuer le plus longtemps possible. Et puis pour nous remémorer un petit peu les grandes pages de ta carrière de joueur. À 15 et à 7. Merci. On a eu la chance aujourd'hui d'avoir le temps avec nous, un beau soleil à Montchoisy. Et donc, à très bientôt pour un autre épisode de Escapade Rugby. Merci à vous.